Bien, cette horloge indique 10 heures, donc nous pouvons commencer. Je rappelle par rapport à l'organisation de ce cours qu'il n'y aura pas de cours la semaine prochaine, en particulier en relation avec le 11 novembre, et donc que nous reprendrons dans 15 jours, et là pour une série ininterrompue de 4 séances. Et je rappelle aussi que le cours dure 2 heures avec une petite interruption en son milieu. Comme il était indiqué, aujourd'hui j'aimerais proposer une réflexion sur un croisement, puisque le thème est Histoire sans frontières de l'ensemble de ces séances, un croisement entre l'œuvre d'un historien, sans doute le plus important du XXe siècle, Fernand Braudel, et d'autre part l'analyse souvent menée ici de fragments des œuvres de Cervantes. Et c'est une de ces illustrations de ce croisement que je voudrais mettre au centre des séances, soit parce qu'elle met en rapport un auteur contemporain, on va dire du XXe siècle, avec un texte ancien, dans ce cas-là les œuvres de Cervantes, ou bien parce qu'on le verra vers la fin du cours, elles mettent en rapport des historiens du temps, des chroniqueurs du temps et des auteurs, en particulier des dramaturges, qui s'emparent de cette matière historique pour en faire des œuvres de théâtre. Cette réflexion avait commencé par une relecture de la Méditerranée, le grand livre de Braudel, dans sa dernière édition, 1966, dans laquelle on trouvait cette phrase « Don Quichotte et Sancho Panza voyagent d'ordinaire à travers des solitudes ». Et cette notation qui se référait directement à que l'on pouvait désigner comme des vides méditerranéens, une Espagne de faible densité de population, est l'une des références que Braudel fait à l'œuvre, aux œuvres de Cervantes dans la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Et d'ailleurs, elle n'est pas complètement représentative parce que ce qui est intéressant est le fait que Braudel s'est plus attaché dans ses références ou citations à un autre livre de Cervantes, les Nouvelles exemplaires, au Don Quichotte lui-même. Et on peut voir comment il cite en référence ces novelas ejemplares de Cervantes, soit dans la traduction qui en avait été donnée par Jean Cassou dans son édition de Cervantes dans la bibliothèque de la Pléiade, édition de Don Quichotte suivie des Nouvelles exemplaires, un livre qui était publié en 1949, ou bien parfois directement dans une des éditions classiques espagnoles, celle de Francisco Rodríguez Marín, qui avait édité les Novelas ejemplares, les Nouvelles exemplaires, en 1914-1917, et avec de très nombreuses rééditions jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Alors un mot pour ceux qui ne seraient pas complètement familiers avec l'œuvre de Cervantes sur ce livre, qui est en quelque sorte une des matrices dans laquelle puise Braudel. On verra comment et pourquoi. Les Novelas ejemplares sont un livre publié en 1613 et publié comme l'a été le Don Quichotte de 1605, imprimé dans l'atelier de Juan de la Cuesta, même si cet imprimeur avait quitté Madrid vers 1607-1608, mais son nom était resté pour désigner l'atelier de sa veuve. L'éditeur et le libraire Francisco de Robles, comme il l'était du premier Don Quichotte de 1605, et la dédicace des Nouvelles exemplaires est faite au comte de Lemos, un des protecteurs de Cervantes, gouverneur et capitaine général du royaume de Naples. À l'intérieur du livre, 12 novellas, 12 nouvelles, dont 2, on y reviendra peut-être, se sont emboîtées l'une dans l'autre, c'est-à-dire El casamiento engañoso, le mariage trompeur. À l'intérieur de cette nouvelle se rencontre une des plus fameuses, le colloque des chiens. Et on est là avec une œuvre qui est entre la première partie du Quichotte, qui ne l'était pas évidemment au moment de sa publication, en 1605, et puis les œuvres de la fin très prolifique
de l'écriture de Cervantes, avant sa mort en 1616. En 1614, l'édition de ses Comedias Entremeses, qui d'ailleurs n'avait pas été représentée, mais qui existe 8 Comedias, 8 Entremeses dans une édition imprimée. En 1614, un autre livre moins commenté, Le voyage au Parnasse, mais le titre espagnol c'est Viaje del Parnaso. Et 1615, la seconde partie de Don Quichotte pour arriver au livre publié de manière posthume en 1617, Les épreuves et travaux de Persiles et Sigismunda. Ce qui est intéressant dans les novelas ejemplares, c'est la revendication que fait Cervantes de la priorité qui serait la sienne dans ce genre de la novella, ce genre de la nouvelle brève, pour ce qui est de la langue castillane. Dans le prologue, il indiquait à son lecteur « Je me considère, et à juste titre, comme le premier à avoir fait des nouvelles en langue castillane. El primero que ha novelado », le verbe « faire des nouvelles »,« novelar », en langue espagnole. Et effectivement, dans l'Espagne contemporaine, existaient des nouvelles, mais qui étaient soit les nouvelles italiennes, soit les nouvelles françaises, et en traduction castillane, et parfois d'ailleurs pour certaines des nouvelles italiennes à partir de la traduction française. Donc d'un côté, El Decamerone, Guicciardini, et de l'autre, les nouvelles à la française de Belforec ou de Bovisto, ou encore même, c'était un cas de cette traduction de l'italien à partir de la traduction en française de Bandello. Et du coup, on a une reprise pour une appropriation dans une langue nouvelle de ce genre bien établi, en particulier dans la tradition italienne. Et de l'autre côté, la manière originale de Cervantes de s'emparer de ce genre en croisant avec d'autres genres, par exemple le picaresque, sous la modalité de l'autobiographie, ou encore le roman hellénistique qui lui servira de source fondamentale d'inspiration pour les épreuves et travaux de Persiles. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est la relation qu'il fait ou qu'il pratique entre le Don Quichotte en 1605 et ce genre de la nouvelle auquel il pense pour lui donner une identité castillane, puisqu'à l'intérieur de Don Quichotte, on trouve une nouvelle explicitement donnée comme telle, les chapitres dans les éditions modernes 33 à 35, où l'on raconte la nouvelle du curieux impertinent, donde se cuenta la novela del curioso impertinente, c'est-à-dire une nouvelle qui est lue à haute voix par le curé à tous les autres personnages du Quichotte, sauf Don Quichotte qui s'est retiré, et qui est faite dans la fiction de cette écriture à partir d'un manuscrit rencontré dans une malle abandonnée par un voyageur dans l'auberge de Juan Palomeque, et un manuscrit qui comporte 8 pliegos. Ici, il faut se méfier même de la traduction de la Pléiade, puisque 8 pliegos renvoie à 8 cahiers. Un pliego étant une feuille de papier pliée une fois, pour ce qui est de l'écriture manuscrite, et la traduction a dit 8 feuillets, ce qui fait un peu bref pour la nouvelle du Curioso Impertinente, qui occupe en fait 3 chapitres du Quichotte. Et d'autre part, il y a dans le Don Quichotte aussi une allusion au moment où tous les personnages quittent l'auberge, l'aubergiste va faire un cadeau, en quelque sorte, un présent au curé en lui disant, je cite, « L'aubergiste approcha du curé et lui remit certains papiers, lui disant qu'il les avait découverts dans la doublure de la mallette où avait été trouvée la nouvelle du curieux impertinent, et que, puisque leur maître n'avait plus reparu, celui qui avait abandonné cette mallette, le curé n'avait qu'à les emporter, tous. Quant à lui, il ne savait pas lire et il n'en voulait pas, l'aubergiste. Le curé l'en remercia et, ayant ouvert aussitôt ses papiers, vit que le commencement du manuscrit portait « Nouvelles de Rinconete et Cortadillo », par où il comprit que c'était quelques bonnes nouvelles, comme celle du curieux impertinent avait été bonne, et il en conclut que celle-ci le serait aussi, car il pourrait se faire qu'elles fussent toutes du même auteur. Aussi la garda-t-il avec lui, avec le dessein de la lire, quand il en aurait le loisir.
Donc, dans cette mallette riche, il n'y avait pas seulement la nouvelle lue à haute voix par le curé, mais une autre nouvelle, celle de Rinconete et Cortadillo, que le curé se faisait plaisir à lire, mais cette fois-ci silencieusement et solitairement. Et on voit qu'est ainsi annoncé ce qui va être le recueil de 1613 des Novelas Ejemplares, puisque l'une de ces nouvelles est évidemment la novella de Rinconete y Cortadillo. Et d'autre part, on peut étendre cette remarque sur la présence de novellas, de nouvelles à l'intérieur de la historia, de l'histoire du Quichotte, si on pense aux 3 chapitres, mais qui ne portent pas le titre de novella, qui sont les 3 chapitres 49 à 51, et qui est la Historia del Cautivo, l'histoire du captif, captif des Barbaresques et évadé d'Alger, en compagnie de la belle et déjà chrétienne Zoraïda. Et donc on a là un genre qui n'est pas qualifié de nouvelle parce qu'il a la forme du récit autobiographique qui est celui du picaresque, mais dans sa structure. 3 chapitres du Quichotte, il correspond à la dimension d'un récit bref. Mais évidemment intriqué avec l'histoire des autres personnages, à la toute différence du Curioso et Pertinente, qui est une histoire qui se passe dans un temps et un lieu totalement séparés de celui des aventures et mésaventures de Don Quichotte. Et puis d'autre part, pour ceux qui avaient suivi les premiers cours, ils s'en souviennent, on peut peut-être, avec un certain abus de langage, désigner comme nouvelle l'histoire des amours et des amours des 4 jeunes andalous, Cardenio et Lucinda, Fernando et Dorothea, comme une histoire là essaimée, parsemée à l'intérieur de l'intrigue de Don Quichotte, mais qui, rassemblée, peut être considérée comme une nouvelle. On voit que cette allusion à Rinconete y Cortadillo dans le texte de 1605 amène à une chronologie des novelas de Cervantes, puisque clairement il avait rédigé Rinconete y Cortadillo avant il y a la publication du Quichotte, et le mouvement qui va conduire aux 12 nouvelles de 1613 commence là, un peu avant la publication du Quichotte. Et d'autre part, cette nouvelle se trouve avec une autre nouvelle, Le jaloux d'Extramadour, El celoso extremeño, à l'intérieur, mais sans nom d'auteur, d'un recueil manuscrit qui avait été établi par un prébendier, un officier de la cathédrale de Séville, Porras de la Cámara, pour son archevêque, pour le distraire. Donc un recueil, une anthologie manuscrite, sans doute établie entre 1601 et 1606, dans lequel on trouve 2 de ces nouvelles de Cervantes qui seront reprises sous forme imprimée, ce qui traduit à la fois, c'est un thème qui pourra nous occuper, une circulation manuscrite préalable à l'imprimé, puisqu'il s'agissait là de copies de ces nouvelles qui circulaient en forme manuscrite, et qui traduit aussi le fait que le nom d'auteur n'est pas nécessairement attaché aux œuvres, puisque dans ce recueil manuscrit, il y a des nouvelles d'autres auteurs, et le nom de Cervantes n'apparaît pas. En tous les cas, ces 2 nouvelles dans leur forme manuscrite, même si le manuscrit a été perdu en 1823, elles avaient été publiées en 1788 dans les 2 tomes du cabinet de lecture espagnol, et permettent, par exemple, dans les éditions modernes, une comparaison entre 2 états du même texte pour Le jaloux d'Extramadour et pour Rinconete y Cortadillo. C'est donc sur cette base-là que Braudel puise dans Cervantes, et dans son œuvre Le Méditerranée et le monde méditerranéen, à l'époque de Philippe II, je rappelle que la thèse a été soutenue en 1949, qu'ensuite elle a été une première fois en 1947, qu'elle a été publiée en 1949, et que Braudel l'a réécrite, on peut le dire, enrichie, augmentée pour la réédition qui est celle disponible aujourd'hui de 1966. Cervantes l'inspire pour que la circulation, le mouvement, la mobilité, soit des biens, soit des hommes,
Et il y a trois formes de mobilité que Braudel illustre avec des références et parfois des citations aux nouvelles exemplaires. La première, plus classique, c'est la mobilité qui est liée aux déplacements commerciaux. Et donc, du coup, à ceux qui assurent ce transfert des marchandises, les voituriers, les charretiers, les muletiers, et qui suscitent dans certains mépris, à la fois pour leur manière rude et d'autre part pour la suspicion de leur faible catholicisme. On rencontre cela dans je ne cite ici que des nouvelles citées par Braudel. Dans la nouvelle qui a pour titre Licenciado Vidriera, le licencié de verre, l'histoire d'un jeune homme qui se croit de verre parce qu'il a été ensorcelé par le charme, c'est-à-dire un coin qu'il a mangé, qui lui a été donné par la femme sorcière à laquelle il s'est refusé. Et dans cette nouvelle, ce licencié de verre qui rencontre les états sociaux successifs a cette remarque: les voituriers sont des gens qui ont fait divorce d'avec les draps et se sont mariés avec leurs bas. En fait, dans le texte espagnol, c'est jalmas, qui est en fait le petit manteau qu'on met sous la selle du cheval. Ils sont si actifs et si pressés que, plutôt que de perdre leur journée, ils perdront leur âme. Leur musique est celle de Mortier, leur sauce, la faim, et là c'est un proverbe qui est repris, el hambre es la mejor salsa, la faim est la meilleure sauce. Les matines se lever pour donner du fourrage à leurs bêtes, leur messe n'en avoir aucune. Donc une sorte de vision de ce monde itinérant comme en dehors des coutumes ou des mœurs des populations qui, elles, sont stables, et en particulier aussi cette distance par rapport à la religion. Et dans la Méditerranée, Braudel évoque aussi d'autres mouvements qui sont des mouvements de marchands. Et par exemple, dans El casamiento engañoso, le mariage trompeur, il y a une allusion à ces marchands, tous désignés comme bretons, mais quelle qu'en soit l'origine, ce sont des marchands du Nord qui viennent à Séville lors des vendanges pour acheter les vins d'Andalousie. Et dans la nouvelle du Casamiento Engañoso, l'allusion est au fait que ces marchands succombent au charme des filles, et dit le texte, de petites vertus ou de points de vertu du tout, qui sont les créatures utilisées par l'alguacil ou par le greffier pour faire tomber les marchands dans le péché et ensuite les menacer d'arrestation s'ils ne payent pas par anticipation une rançon. Il y a donc un mouvement du commerce des biens qui est lié à ces déplacements du nord vers le sud, à ces déplacements sur la partie centrale de l'Espagne, dans la Castille. Donc, première mobilité. La deuxième mobilité que Braudel a illustrée à partir de références au texte des nouvelles exemplaires, c'est une mobilité à plus large échelle, c'est-à-dire la mobilité des migrations entre des individus qui quittent leur lieu de naissance ou de jeunesse pour aller s'installer ailleurs. Il y a des migrations à l'échelle de la péninsule qui sont celles aussi des gens du Nord qui vont s'employer plus au sud. Il y a, par exemple, 2 servantes galiciennes qui sont installées à l'hôtellerie du Sévillan, à Tolède, dans la nouvelle qui a pour titre La Ilustre Fregonera, l'illustre laveuse de vaisselle, mais surtout, on a un des textes qui est un appui ou une image, une illustration pour Braudel, c'est celui qui renvoie à ses départs vers les Indes, donc vers l'Amérique espagnole, marquée d'ailleurs par des retours, et c'est la thématique centrale qui ouvre la nouvelle déjà citée du jaloux d'Extremadura, del celoso extremeño Felipo de Carrizales, fils de parents nobles, mais ruiné par ses itinérances, part
pour les Indes, en l'occurrence il s'agit du Pérou, et on revient tout à fait enrichi, et de là l'intrigue de ce mari trop jaloux dont la femme trahie par sa femme, et avec une sorte de répétition à la fin, puisque l'amant de la jeune femme, lui aussi va partir pour les Indes après son infortune. Et il y a une phrase qui avait retenu Braudel, qui est la description par Cervantes dans cette nouvelle du jaloux d'Extrémadure du mythe des Indes, de las Indias, le mythe américain, puisque, écrit Cervantes, les Indes, pensons au Mexique, pensons au Pérou, sont le refuge et protection des désespérés d'Espagne, le sanctuaire des banqueroutiers, ceux qui ont fait faillite, le sauf-conduit des homicides, la diversion et le paravent des joueurs, qu'entre gens du métier on nomme pipeurs, c'est-à-dire ceux qui trichent aux cartes et qui en font leur revenu, le général à peau des libertines comme l'illusion du grand nombre, un exceptionnel remède de quelques-uns. Donc cet horizon des Indes comme à la fois le refuge pour ceux qui sont en difficulté, soit économique, la banqueroute, soit judiciaire, menacés par un procès parce qu'ils sont voleurs ou assassins, et en même temps que les Indes comme le lieu de la fuite de ceux qui veulent échapper à la contrainte morale ou sociale de la péninsule est un thème essentiel, et d'ailleurs avec un écho, on peut dire, biographique, puisque en 1590, Cervantes lui-même avait déposé un mémoire qui rassemblait ces hauts faits militaires pour espérer avoir un office, une charge aux Indes, mais ce qui lui fut refusé. Et peut-être que s'il lui avait été accepté, je ne pourrais pas faire ce séminaire, puisqu'il n'est pas sûr qu'il aurait écrit ni le Don Quichotte, ni les livres qui suivirent. La troisième modalité, là évoquée par Braudel au-delà des novelas ejemplares, mais aussi en référence avec le Quichotte, c'est la mobilité liée aux captures, aux évasions et aux rachats des chrétiens par les barbaresques, donc les principautés installées en Afrique du Nord, ou bien par les Turcs ottomans. Il écrit « La piraterie en Méditerranée est aussi vieille que l'histoire, elle est chez Boccace, elle sera chez Cervantes, elle était déjà chez Homère. » Et il convoque une série de textes pour cette piraterie, qui, surtout lorsqu'elle porte sur les razzias d'hommes, les captures non seulement de vaisseaux et de richesses, mais aussi les captures d'hommes. Trois textes sont évoqués par Braudel. Le premier, c'est celui de la Illustre Fregonera, l'illustre laveuse de vaisselle, où les pícaros, c'est-à-dire ces vrais mendiants et vrais voleurs, tout ce monde des marginaux, qui va non seulement à Madrid, mais aussi vers le sud, et il décrit l'installation de ces pícaros sur les côtes andalouses et près de Cadix, comme se livrant à la pêche au thon et comme constamment menacés par les captures, par les barbaresques, soit en mer, soit sur les côtes. Il y a d'ailleurs dans Braudel des développements sur ces captures d'hommes, ces captures de communautés faites par les pirates barbaresques très loin au nord, pas seulement sur les côtes de l'Espagne, mais aussi dans le monde atlantique. Une autre nouvelle exemplaire convoquée par Braudel, c'est l'amant généreux et l'amante libérale qui s'ouvre par une très belle lamentation de Ricardo, qui est devenu captif des Turcs, mais ici à la suite de la conquête de l'île de Chypre par les Ottomans, et en particulier la chute de la ville de Nicosie.
Et là, on est au début, dans la montée libérale, d'un roman en forme réduite, d'un roman byzantin, puisqu'il va être transporté dans toute la partie orientale de la Méditerranée, ce Ricardo. Un fait historique, la chute de Chypre et de Nicosie, pour commencer, au début, en 1570, et qui serait d'ailleurs une des raisons de la constitution de l'Alliance qui conduira à la bataille de Lépante l'année suivante. La troisième nouvelle, c'est celle de l'espagnole anglaise, la Española Inglesa, dont le héros est Ricaredo, et qui est dans une famille anglaise secrètement catholique, et qui est nommé capitaine d'un des vaisseaux par la reine d'Angleterre, Élisabeth, qui d'ailleurs, dans au moins certains passages de la nouvelle, parle espagnol avec ceux qu'elle rencontre, et qui est dans cette aventure de capitaine de vaisseau dans le détroit de Gibraltar, met en déroute 2 navires ottomans et aussi libère les Espagnols qui étaient sur les galères qui étaient les marins de ces navires ottomans, et d'autre part confisque le vaisseau portugais que ces Ottomans avaient eux-mêmes confisqué dans la guerre de course, et Ricaredo revient en Angleterre avec ce bateau chargé d'épices, de perles et de diamants. Et à cette histoire de Ricaredo vient s'entrecroiser l'histoire d'Isabella, qui avait été, elle, enlevée par des corsaires anglais, d'où l'espagnole anglaise, et qui va retrouver ses parents qui étaient justement sur le bateau qui a libéré Ricaredo. Donc, dans toute une thématique de ces mouvements de capture et de retour, et qui traduit quelque chose qui est une thématique fondamentale dans la Méditerranée et le monde méditerranéen de Braudel, c'est-à-dire cette présence de la course, de la piraterie barbaresque s'emparant de navires, mais aussi de populations. Et dans le récit du captif, et c'est là sans doute l'emploi le plus direct et le plus massif du Don Quichotte, et non pas des nouvelles exemplaires par Braudel, dans le récit du captif, évadé des bagnes d'Alger, évidemment, Braudel met en avant la bataille de Lépante 1571, à laquelle il avait participé lui-même. Dans la fiction, celle du captif, le captif est fait prisonnier justement dans la bataille de Lépante. Il est envoyé à Constantinople comme galérien sur les navires du Grand Turc, puis il est enfermé dans les bagnes, los baños de Argel, les bagnes d'Alger. Et du coup, on voit qu'il est un double, mais en même temps un double imaginé, un double décalé de Cervantes lui-même, puisque effectivement Cervantes fut aussi fait prisonnier, mais dans ce cas par des corsaires barbaresques sur les côtes catalanes, sur un bateau qui se rendait en Italie, mais pas en 1571, en 1575. Mais lui aussi connut les bagnes d'Alger. Il tenta de s'évader plusieurs fois, mais à la différence du captif du Quichotte, il échoua. Et la liberté n'est recouverte non par Cervantes que par le rachat, par les Trinitaires, un ordre religieux qui s'était voué à ce rachat des captifs, des barbaresques. Et il l'est, lui, en 1580. Et d'ailleurs, Braudel, historien économiste, fait remarquer que 1580 n'est pas une date par hasard, c'est un moment où sur la place d'Alger, les monnaies espagnoles étaient particulièrement fortes, ce qui permettait aux Trinitaires de racheter de manière plus aisée un certain nombre des captifs. Et un écho est que cette pratique du rachat par les Trinitaires comme condition de la libération, et donc d'une mobilité qui fait qu'après la capture, on retourne en Espagne. Elle se rencontre aussi dans
l'espagnole anglaise, dans la mesure où Ricaredo, après son exploit d'avoir ramené en Angleterre un bateau portugais chargé de richesses, est renvoyé pour de nouvelles expéditions, et lui aussi est fait prisonnier, passe du temps au bagne d'Alger et est racheté par les pères de la Sainte Trinité, les pères trinitaires, qui ont donc un rôle essentiel. On peut d'ailleurs s'y référer à ce texte intéressant de l'espagnole anglaise, qui met en évidence ce rôle clé pour ce type-là de mobilité de cet ordre des trinitaires, et parfois jusqu'à leurs dépens. Je cite, « On nous conduisit à Alger, c'est Ricaredo qui parle, capturé par les barbaresques, où je trouvais les pères de la très sainte Trinité dans leur œuvre de rédemption des captifs. Je leur parlais, leur dis qui j'étais, et ému de charité, bien que je fusse étranger, ils me rachetèrent de la façon suivante. Ils donnèrent pour moi 300 ducats, dont 200 comptants, et les 200 autres, lorsque le bateau des aumônes reviendrait racheter le père de la rédemption, qui se trouvait à Alger, engagé pour 4000 ducats, car il en avait dépensé plus qu'il n'en avait apporté. En effet, telle est la générosité et la miséricorde auxquelles s'étend la charité de ses pères, qu'ils donnent leur liberté pour celle d'autrui et demeurent captifs pour racheter les captifs. D'ailleurs, lorsque l'argent leur manque, ils s'engagent comme prisonniers volontaires, comme otages, et du coup, avec une somme qui est fixée et qui est comme fictivement ajoutée à la somme déjà payée et qui permet le rachat des captifs espagnols, Ricaredo dans la fiction et Cervantes dans la réalité. Alors, au-delà de cette lecture des nouvelles exemplaires ou du Quichotte toujours lié avec un thème obsédant dans le livre de Braudel, les mouvements, la circulation, la mobilité, on trouverait aussi au-delà la fiction de Cervantes comme, pour Braudel, un moyen de repérer, de désigner des réalités fondamentales de l'Espagne à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Comme on l'a vu avec la première citation que j'ai faite, un de ces thèmes fondamentaux, c'est les rapports des hommes, des communautés avec l'espace. Et par exemple, cette faible densité de la population, première citation, mais aussi l'idée que peut-être écologiquement, l'Espagne de cette période n'était pas celle d'après et était sans doute plus verte qu'elle ne l'était. Et Braudel note que le paysage de la Manche ait été plus verdoyant à l'époque de Cervantes que par la suite reste fort possible. Ce début de cette histoire du climat ou de la végétation dont on trouve des linéaments dans l'œuvre de Braudel. Mais dans d'autres notations, appuyées sur le Quichotte, appuyées sur les nouvelles exemplaires, c'est la société espagnole du temps de Cervantes qui est convoquée, qui est mentionnée, parce que c'est une société qui est fragile et menacée. Elle est fragile et menacée par le crédit et la rente. Et il y a des citations qui viennent de la petite gitane sur ce thème-là, de référence à une rente qui ne peut être payée par ceux qui ont contracté ces emprunts, que ce soit des particuliers ou que ce soit l'État. Et puis, d'autre part, la deuxième menace, c'est la menace par le banditisme. Et ici, sans que la référence soit absolument explicite, on peut supposer que Braudel pense au chapitre 60 de la seconde partie du Quichotte, 1615, lorsque l'Hidalgo, qui est en route vers Barcelone, tombe dans les mains d'une bande, la bande de Roque Guinard, et qu'il y a les aventures de Don Quichotte à Barcelone sont liées à cette capture par cette bande de bandits de grand chemin. Et le texte qui va pour Braudel permettre cette vue aiguë des réalités qui déchirent
le tissu social de l'Espagne de la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, c'est la nouvelle de Rinconete et Cortadillo, parce que dans cette nouvelle, Rincón et Cortado, deux jeunes gens sont en route pour Séville et à Séville entrent dans la confrérie du Señor Monipodio, qui est une sorte d'organisme réglant la mendicité, le vol et les activités de la communauté ou de la confrérie autour de Monipodio sont toutes ces activités illicites, et non seulement les tricheries aux jeux de cartes, aussi le rôle de redresseur de supposés torts, c'est-à-dire qu'on peut leur commander un assaut, une agression contre un particulier, mais aussi évidemment la mendicité sous les déguisements multiples des faux mendiants, ou encore la prostitution des filles qui sont dans cette mouvance. Et alors, Braudel écrit sur cette nouvelle Rinconete et Cortadillo ceci: cette nouvelle exemplaire qui ne l'est guère. Alors voilà, à partir de Rinconete et Cortadillo, cette nouvelle exemplaire qui ne l'est guère, jeu sur le titre, puisque le titre avait cette apparence de l'exemplum médiéval. Il y a une justification de ces récits plaisants, pittoresques, picaresques, pour certains d'entre eux, par le fait qu'ils donnaient une morale, qu'ils donnaient une leçon d'exemplarité. Et c'était là l'invention pour Cervantes de lier ces deux mots. Novelas, un genre, une relation brève, et d'autre part une exemplarité qui donnait une dignité morale ou chrétienne à ces nouvelles qui, comme le dit Braudel, ne le sont guère dans leur contenu. Alors, dans cette nouvelle exemplaire qui ne l'est guère, les bas-fonds sévillans, c'est Braudel qui parle, s'aperçoivent même avec une certaine netteté. Fille de mauvaise vie, veuve complaisante, alguacil à double ou triple jeu, truand authentique, pícaros, dignes d'entrer dans la littérature, peruleros. Les peruleros, ce sont ceux qui reviennent du Pérou, comme par exemple le jaloux d'Extremadure, et qui reviennent ou bien ruinés, plus encore qu'à leur départ, comme si l'aventure vers les Indes avait été un redoublement de l'échec social, ou bien qui, comme dans le cas de notre celoso, de notre jaloux, reviennent enrichis. Dupes de comédie, rien ne manque au tableau. Et on peut, comme forme de révérence, dans un certain sens, mettre en rapport ce commentaire de la novella de Rinconete et Cortadillo de Braudel, avec des pages magnifiques écrites par un autre des grands historiens du XXe siècle, c'est-à-dire Pierre Vilar, qui, dans un essai sur le temps du Quichotte, a cette formulation fulgurante. Cervantes a dit, alors il pense évidemment essentiellement à Don Quichotte, Cervantes a dit l'adieu ironique, cruel et tendre à ces valeurs féodales dont les conquérants espagnols ont préparé sans le vouloir la mort dans le monde et paradoxalement, au prix de sa ruine, la survivance dans leur pays. Dans cette dialectique originale de l'impérialisme espagnol est le secret du Quichotte. Cette idée que les valeurs féodales sont à la fois détruites par les Espagnols avec l'expansion qui fait entrer dans le monde d'un capitalisme commercial, du profit marchand, de l'entreprise qui est celle d'une économie monde nouvelle, et en même temps, à partir du moment où elles sont maintenues, y compris même au sein de la construction de l'État monarchique, absolutiste et bureaucratique, amènent à la ruine du pays qui les a fait disparaître à l'échelle du monde.
Et du coup, dans ce texte de Pierre Villard, la conséquence de cela, appuyée sur la lecture extrêmement minutieuse et subtile d'un répertoire de ceux que l'on appelle arbitristes, c'est-à-dire de ceux qui donnent des avis sur la réforme de la société, de la monarchie, cette très belle phrase qui est pratiquement une paraphrase d'un de ces arbitristes, Celorio, « Détaché du réel, l'Espagne préfère rêver ». Et du coup, on voit que dans ce rapport entre ces deux visions d'historiens, l'une sur le Quichotte et la survivance destructrice et mortelle d'un système de valeurs féodales que, par ailleurs, pour le monde, les Espagnols eux-mêmes ont détruit. Et de l'autre côté, cette analyse de la société espagnole à partir de ce monde de marginalité, d'illégalisme, qu'on l'on voit dans Rinconete et Cortadillo par Brodel, on voit que pour l'un et l'autre, les mêmes mécanismes sapent la puissance d'un royaume qui apparemment est au fait de sa gloire, de son impérialisme triomphant, et qui en même temps est frappé de l'intérieur par le manque d'hommes, thème obsédant, par l'endettement particulier ou l'endettement public, et par les multiples formes de la dissidence sociale, que ce soit les bandes à la Roque et Guinard, ou que ce soit ces contre-sociétés et ces contre-monarchies que sont des confréries comme celle de Monipodio à Séville. Donc, une lecture de Cervantes par Brodel, qui, je crois, mérite d'être reprise, suivie aujourd'hui, quitte à retourner au texte que lui-même avait lu pour leur redonner un contexte peut-être plus large que celui des références ou des citations qui sont celles de Brodel. Mais dans cette relecture de cette lecture, ce qui m'a aussi intéressé, c'est non pas de lire Cervantes par-dessus les épaules de Brodel, mais aussi d'essayer de penser ce que cet thème fondamental de l'œuvre de Brodel, c'est-à-dire le thème de l'espace, et d'un espace qui est constitué par les relations qui s'y trouvent tissées, et en particulier donc par la mobilité des biens, la mobilité des hommes, pouvait nous enseigner dans une autre lecture de Don Quichotte ou des nouvelles exemplaires. Donc, non pas s'approcher de ces textes pour y trouver une sorte de perception aiguë et contemporaine par Cervantes de mécanismes ou de réalités sociales que les historiens vont ensuite montrer avec l'appui d'immenses archives, mais aussi de voir si on ne pouvait pas, avec cette catégorie brodélienne de l'espace et de la mobilité, proposer des lectures des textes qui soient peut-être différentes ou originales, en particulier dans le contexte où, dans la critique littéraire elle-même, l'espace a repris de l'importance, c'est-à-dire à la fois l'espace de circulation des œuvres et d'autre part les espaces qui sont les espaces des œuvres, à l'intérieur des œuvres. Le critique italien, mais qui est à Los Angeles, Moretti, a publié plusieurs livres sur cette sorte de géographie littéraire. Et on peut la prendre dans ces deux sens, pour commencer, c'est-à-dire une géographie qui est la géographie de la circulation, non plus des biens, non plus des hommes, mais des œuvres elles-mêmes, et d'autre part, une géographie qui serait une géographie interne à une œuvre. Quels sont les espaces qui sont dessinés, mobilisés à l'intérieur d'une écriture, par une écriture de fiction. Alors le premier thème est le plus classique, et je vais rappeler un certain nombre d'évidences qui sont connues, c'est-à-dire les multiples formes de la circulation des œuvres de Cervantes, à commencer par le Don Quichotte. Et si on ouvre cette perspective-là, on voit qu'il faut considérer des formes de circulation peut-être pas seulement attendues, comme le sont les deux premières, c'est-à-dire, d'une part, la circulation des éditions elles-mêmes,
des œuvres dans leur langue originale. C'est un thème qui, chez Cervantes, devient un thème du début de la seconde partie, en 1615, lorsque les personnages de la seconde partie du Quichotte sont informés de la publication et du succès de la première partie du Quichotte. Le bachelier Samson Carrasco revient de Salamanque avec toute une série d'informations sur le succès ou les critiques qui ont été liées avec la publication des aventures, des hauts faits de Don Quichotte, et il en informe Don Quichotte lui-même quant à la circulation de son livre. Cet élément, évidemment, qui avait retenu l'attention de Borges, parce que c'est un élément vertigineux. Les personnages de la seconde partie de Don Quichotte lisent ou ont lu ou connaissent des commentaires sur l'histoire, leur histoire, telle qu'elle a été écrite dans la première partie, en 1605. Et à un moment donné, le bachelier Samson Carrasco répond à une question de Don Quichotte. Don Quichotte lui demande « Il est donc vrai qu'il y a une histoire sur moi et que c'est un enchanteur mort qui l'a composé ?» Référence au motif à partir du chapitre 9 de la première partie où le premier manuscrit s'interrompant, c'est grâce à un manuscrit d'un historien arabe, Sidi Hamete Ben Encheli, que l'histoire peut continuer dans une traduction en espagnol que faite pour le lecteur frustré qui cherchait la suite des aventures de Don Quichotte, que lui fait un Maurice rencontré à Tolède. Donc on a cette question de Don Quichotte, et le bachelier lui répond « C'est tellement vrai, Seigneur, que je suis persuadé qu'à ce jour, on a déjà imprimé plus de 12 000 exemplaires de cette histoire, à preuve, s'il le fallait, le Portugal, Barcelone et Valence, où elle a été imprimée, et encore le bruit court qu'on l'imprime à Anvers. » Alors c'est une phrase qui a été commentée des centaines de fois, puisqu'évidemment, elle renvoie d'une part à des réalités objectives. Au moment où cette phrase de Samson Carrasco est publiée dans la seconde partie de Don Quichotte, il y a déjà 9 éditions en espagnol qui ont été publiées, 5 dans l'année 1605, la première année, 2 à Madrid, 2 à Lisbonne et 1 à Valence. Ensuite, il y a une édition, 2 éditions à Anvers, 1607 et 1611, une autre édition à Valence et 2 éditions et 1 à Milan. Et donc on a un total de 9 éditions, et l'énumération de Samson Carrasco, peut-être pour créer une sorte d'ironie, n'est pas complètement exacte. Ce n'est pas Anvers, mais Bruxelles, et ce n'est pas, il n'y a pas d'édition à Barcelone avant 1615. Mais si on pense à ce total de 9 éditions, en sachant qu'un tirage moyen d'une édition est de 1500 exemplaires, on voit donc qu'on est à 13 500 exemplaires, c'est-à-dire assez près de l'estimation, d'ailleurs à la baisse, des 12 000 exemplaires qu'évoque Samson Carrasco. Et donc il y a là une première réalité qui est importante, parce que même si toutes ces éditions ont été faites dans des territoires qui appartiennent à la monarchie catholique, la Castille, l'Aragon, le Portugal depuis 1580, Milan et les Pays-Bas avec Bruxelles, elles circulent bien au-delà des frontières d'une part des pays de langue espagnole et des pays ou des territoires appartenant à la monarchie catholique. Donc c'est un premier élément de circulation, la plus brutale, le plus immédiat, celui de la circulation des éditions dans la langue originale. Ensuite, il faut éminemment penser à la circulation dans les formes de traduction, ce que l'on a souvent évoqué ici, avec les 2 premières, 1612 la traduction anglaise de Shelton et 1614 la traduction française de César Houdin pour la première partie de Don Quichotte. Et évidemment, on peut suivre les effets de ces traductions qui viennent redoubler la circulation des éditions en langue originale, puisque, comme on le sait, l'espagnol, le castillan est une langue connue, au moins dans les milieux d'élite, très largement, aussi bien en Angleterre qu'en France. Lorsqu'on suit
l'impact de ces traductions, on voit d'un côté, comme j'avais essayé de le faire dans ce qui est devenu maintenant un livre, le fait qu'il y a là une matière qui est proposée aux adaptations de toutes sortes, ayant commencé par les adaptations théâtrales, et on ne peut pas séparer l'apparition d'une pièce comme celle de Cardenio à la cour en 1600, dans l'hiver de 1613, de la traduction de Shelton de l'année précédente. Et d'autre part, on peut voir aussi dans le cas français comment, après la traduction de 1614 de la première partie du Quichotte, un peu plus tardive, se met en place une vague de traductions qui va s'emparer d'abord des nouvelles exemplaires. Elles sont traduites en 1615, 6 par François de Rosset et 6 par Vital d'Audiguier. D'ailleurs, le texte long, le titre long de cette traduction des nouvelles exemplaires en 1615 est intéressant. Nouvelles de Miguel de Cervantes Saavedra, où sont contenus plusieurs rares aventures et mémorables exemples d'amour, de fidélité, de force de sang, de jalousie, de mauvaises habitudes, de charme et d'autres accidents non moins étranges que véritables. On revient donc sur la catégorie d'exemples, et avec ce jeu sur le registre moral de l'exemplum, soit d'amour et de fidélité, mais aussi d'exemples détestables qui conduisent à la ruine des personnages, de jalousie, de mauvaises habitudes, de charme. Et cette idée aussi des accidents non moins étranges que véritables, l'accréditation de la fiction parce qu'elle renverrait à une authenticité objective, véritable, mais aussi cette idée d'étrangeté qui renvoie à tout ce qui, dans le texte, pouvait, par rapport à un horizon d'attente français, par rapport aux nouvelles exemplaires, paraître comme particulièrement étrange, ces emplois ou réemplois des aventures extraordinaires des romans hellénistiques, ou encore ce registre qui n'a pas d'équivalent dans le monde littéraire français contemporain de 1615, c'est-à-dire ce registre de la picaresque, qui est à la fois un registre de description sociale de milieux en marge, et d'autre part qui est un registre d'écriture et d'emploi du jargon ou de l'argot dans l'écriture même, et aussi l'emploi des figures rhétoriques ou poétiques propres de la picaresque. Donc 1615 des nouvelles exemplaires est sans doute un des traits les plus importants, parce qu'il doit corriger peut-être notre perspective sur l'œuvre de Cervantes. Le fait que, je l'ai dit, en 1617 est publié à titre posthume son dernier livre, terminé pratiquement d'ailleurs à l'heure de la mort, les épreuves et travaux de Persillès et Sirismunda, et qui pour Cervantes était sans doute le livre le plus important, celui où il se mesurait avec des modèles qui étaient, à commencer par les modèles de ses romans hellénistiques, et en particulier Héliodore, les Éthiopiques, et qui est traduit l'année suivante en France, en 1618, 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a 2 traductions concurrentes, l'une de Vital d'Audiguier, qui était pour partie un traducteur des nouvelles exemplaires, et l'autre, traduit par l'autre traducteur des nouvelles exemplaires, François de Rosset. D'ailleurs, une compétition, une année après la publication en langue castillane pour la traduction du Persillès. Et Braudel l'avait bien perçu, puisqu'il parle du grand livre de Cervantes. Et le grand livre de Cervantes, c'est pas le Don Quichotte, mais c'est Persillès et Sirismunda. Du coup, on est là devant une réalité puissante, qui est avec Cervantes, mais aussi portée par des présences antérieures, et pour d'autres genres, la littérature morale, les romans de chevalerie, la littérature picaresque, la pastorale, une omniprésence de la référence d'écriture castillane dans l'Europe de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Et Braudel en tire une morale un peu plus
qui déborde la circulation des œuvres, qui rend compte d'ailleurs de phénomènes, disons, de représentation collective, voire même de pratiques politiques et diplomatiques. Il écrit « Au temps de Cervantes, la France recherche les modes et les leçons du pays voisin, donc l'Espagne, pays raillé, honni, craint et admiré tout à la fois. » Et je crois que ces 4 adjectifs renvoient non seulement d'ailleurs à la situation française, mais aussi à la situation anglaise. Craint et parce que la puissance militaire espagnole sur terre ou sur mer crée cette inquiétude, admirée par aussi cette puissance, sans doute aussi par la capacité de la construction d'une monarchie dans les 4 parties du monde, et en même temps honni parce qu'il y a là une peur, et en particulier dans les pays protestants, mais peut-être avec des échos aussi en France, cette idée que les Espagnols pourraient infliger aux nations européennes, soit les Provinces-Unies soulevées contre la domination espagnole, soit l'Angleterre, les mêmes cruautés et tyrannies qu'ils ont infligées aux Indiens d'Amérique. C'est là le thème fondamental de la légende noire. C'est là, d'ailleurs, les mots employés dans la traduction en français, devenue ensuite traduction en anglais, du livre de Las Casas, sur la destruction des Indes, tyrannie et cruauté. Donc, honni, éraillé, sans doute comme une compensation, une manière de dominer cette peur ou cette crainte et de portraiturer dans les livres ou sur les scènes l'espagnol ridicule, fanfaron, bravache, matamor. Et on trouverait dans tout un répertoire théâtral, et pas seulement Peine d'amour perdu de Shakespeare, c'est ce portrait qui désamorce en quelque sorte ou qui atténue l'effroi par une figure ridicule. Et là encore, ces 4 catégories, pays raillé, honni, craint et admiré tout à la fois, me paraissent ouvrir à des espaces d'interprétation et de compréhension tout à fait originaux. Une autre forme de présence n'est pas simplement la circulation du texte original dans ses multiples éditions, dans toute l'Europe, même si elles sont toutes en langue espagnole. Elle n'est pas seulement la présence de ce texte dans les traductions, et je n'ai fait qu'esquisser avec les 2 premières, l'anglaise et la française, cette histoire, mais aussi la présence, et peut-être pour la première fois, d'une histoire dont les personnages sortent des pages, c'est-à-dire le thème qui permet de suivre dans de nombreuses fêtes, réjouissances, cérémonies, la présence physique, incarnée des personnages de Don Quichotte. Et je ne crois pas qu'il y ait d'exemple préalable qui soit aussi puissant dans cette présence ou cette incarnation de personnages de fiction devenant des personnages de la réalité parce qu'ils sont incarnés par ceux qui s'en prennent le déguisement. On pourrait penser à Rabelais, mais dans le cas de Rabelais, ce serait presque une inversion, c'est-à-dire que ce sont des personnages carnavalesques qui deviennent de la littérature. Ici, on a des personnages de littérature qui deviennent des personnages des fêtes. C'est un thème que j'avais déjà traité, donc pour conclure cette première partie, je vais juste évoquer trois dates. En 1608, à une petite ville qui s'appelle Tudela del Duero, le duc de Lerma, le valido de Philippe III, a reçu cette ville avec son territoire comme par la grâce royale. Pour fêter cela, il y a à la fois un masque, et le titre était le masque d'une invention à lo picaro, à la picaresque, du dieu Bacchus, et donc on est déjà dans un univers où le dieu Bacchus serait entouré de tous ces personnages picaresques qui font la réjouissance. Et il y a d'autre part une sorte de corrida avec comme thème les aventures du chevalier Don Quichotte. 1608. 1607, une autre réjouissance, celle qui a lieu dans une toute
même pas une ville, une sorte de campement dans la province du Pérou, la province des Parinacochas, et où les élites, les petites élites présentes organisent un tournoi, et le défi, c'est que chacun de ceux qui va participer à cette course de bague, il ne s'agit pas d'un affrontement de tournoi médiéval, mais une course de bague où avec la lance on doit atteindre une cible placée à une certaine hauteur, doivent se déguiser en chevaliers des romans de chevalerie. Et effectivement, tous les personnages qui entrent, selon la relation manuscrite que l'on a de cette fête, qui était faite en l'honneur de la nomination du nouveau vice-roi du Pérou, se déguisent, l'un en chevalier à l'épée ardente, qui était le Amadis de Grèce, un autre en chevalier de la forêt, un autre le Cavallero Venturoso, un autre le Dado Furibundo, tous personnages qui viennent du répertoire des romans de chevalerie et qui sont accompagnés dans cette fête de Pérou, soit par, comme le cas par exemple du Caballero de la Selva, du chevalier de la forêt, par 4 sauvages couverts de liens et plus de 80 jeunes filles du pays, fort galamment vêtues de combis, damas, taffetas de couleur. Le chevalier antarctique, lui, est à une compagnie de plus de 100 Indiens, et le Dado Furibundo, lui, est en habit de maure, avec 7 maures à cheval, joliment parées, donc des femmes toutes masquées, qui représentaient ses épouses. Et donc c'est une fête assez extraordinaire, puisqu'on a à la fois les élites espagnoles qui sont arrivées au Pérou, on a de vrais Indiens qui jouent leur rôle, on a d'autres Indiens ou Espagnols qui sont déguisés en maures, en morisques, et tous portent des habits des chevaliers de la fable. Et à l'intérieur de cette réjouissance, on est en 1607, l'un, qui va gagner le prix parce qu'il a eu la plus belle initiative, ne s'est pas déguisé en Amadis de Grèce ou en Amadis de Gaulle, mais il s'est déguisé, dit le texte, il entre sur la place comme le chevalier à la triste figure, Don Quichotte de la Manche, tel qu'il est peint exactement et de manière adéquate dans son livre. Tan al naturali proprio de como lo pintan en su libro. Et donc on voit qu'il y a là une présence très précoce, 1607, dans un lieu particulièrement reculé. C'est sur le chemin pour aller à Cusco, cette petite cité en construction de Pausat. On a là une présence très précoce, à la fois du livre qui a été importé soit parce que des lecteurs l'avaient lors de la traversée, soit parce que des libraires l'ont fait envoyer de Alcalá de Henares, par exemple, à Lima, et qui donc est approprié par ce personnage pour trouver une originale déguisement. Et alors, je termine avec une dernière date parce qu'elle est peut-être moins attendue. C'est en 1610, à Salamanque, il y a des festivités pour célébrer la béatification d'Ignace de Loyola, et les caballeros estudiantes, des chevaliers étudiants, participe à un cortège qui est ouvert par un char avec Vulcain qui est en train de forger des éclairs pour Jupiter, accompagné de Mars en armes, et comme dit le texte, qui signifiait les fils de la compagnie, et tous faisaient référence au saint, donc Ignace de Loyola, de manière fort appropriée, donc ce saint qui a des éclairs pour l'ensemble du monde. Et derrière Vulcain devenait une mascarade comique à la manière picaresque, c'est-à-dire le triomphe de Don Quichotte. Et soit sur des images peintes qui représentaient certains exploits, entre guillemets, de Don Quichotte, soit des personnages qui portent avec eux un placard, Sancho Panza, Dulcinea, 4 écuyers. Il y a comme un cortège quichotesque à l'intérieur de cette fête religieuse de célébration de la béatification de Ignace de Loyola. Et on a là à la fois des motifs carnavalesques classiques,
classiques. Par exemple, dans le cortège, il y avait un cavalier qui chevauchait sa monture à l'envers, comme on le faisait dans les fêtes ou les moqueries du charivari, al revés. Un autre qui était vêtu de faux or et qui était transformé en sauvage, hecho salvaje. Donc l'homme sauvage, l'inversion de la monte, tout un répertoire carnavalesque, mais qui est pris en charge ici à l'intérieur du burlesque ou du picaresque, qu'est ce cortège quichotesque. Et la relation de la fête a une notation intéressante en disant que tous les spectateurs furent réjouis, en particulier ceux qui avaient lu son livre. Donc un rapport ici entre la fiction et sa mise en, sinon scène, mais au moins en cortège. Et le fait est frappant, c'est-à-dire d'une part d'une sorte de divertissement à l'intérieur d'une semaine entière de cérémonies religieuses qui avait commencé le dimanche avec la messe. Le lundi, c'était poursuivi avec un char qui montrait l'assujettissement des parties du monde à la prédication d'Ignace de Loyola, et une semaine qui se terminait par des prières avec un auditoire immense dans l'église. Et la fête que j'ai décrite, enfin le cortège que j'ai décrit, prenant le 8e jour le second dimanche, en quelque sorte, de ce cycle. Et ceci a été incorporé aux béatifications non seulement d'Ignace de Loyola, mais aussi de Thérèse d'Avila, puisqu'on rencontrerait cette même étrange articulation entre la présence burlesque et picaresque de Don Quichotte et d'autre part des cérémonies religieuses intenses pour la béatification de ces nouveaux saints, Ignace et Thérèse, à Saragosse en 1614, à Cordoue en 1615, à Séville en 1617, à Baeza et Utrera en 1618, et même en Amérique, puisque ici, sans Ignace ou Thérèse, mais avec la béatification de San Isidro, à Mexico, en 1621, les ouvriers de la monnaie de la Plateria Real ont organisé un cortège qui était ouvert par les chevaliers de la romande chevalerie, Bellianis de Grèce, Palmérin de Oliva, et qui était clos par le dernier d'entre eux, Don Quichotte de la Manche. On peut en rester là pour le moment, mais je continuerai avec ces formes, dans 5 minutes, dans ces formes de présence du texte hors le texte, pour nous amener progressivement à cette autre lecture brodélienne, non pas par Brodel, mais brodélienne des œuvres de Cervantes, qui serait la lecture attachée à leurs espaces. Donc, si vous voulez, on peut reprendre à 11h11 à cette horloge.